propose aux 3 personnes qui sont invitées à conclure cette matinée d'échange à me rejoindre maintenant. Ouais, super. Alors, Fanelli Carré-Comte, vous êtes secrétaire générale de la CIMAD. On vous a demandé un exercice difficile, c'est de réagir aux propos qui ont été tenus pendant cette matinée et de pouvoir partager avec nous en quoi associations, collectivités et parlementaires peuvent agir en complémentarité. Merci beaucoup, effectivement, exercice délicat. Donc merci pour l'organisation de ce colloque, merci pour l'invitation à la CIMAD de faire cette conclusion. Les questions qui ont été traitées tout au long de la matinée autour de ces aspects d'accueil inconditionnel, elles sont au cœur de l'engagement des bénévoles et des salariés de la CIMAD sur les territoires au quotidien, comme vous avez aussi pu le voir dans les interventions de la salle. Donc c'était important pour nous de pouvoir être là. Ce que je voudrais dire, c'est que je crois que ce colloque, il a eu plusieurs vertus. Je voudrais en citer peut-être 3 qui m'apparaissent importantes. La première, c'est celle que vous avez dite sur la question de la complémentarité, vraiment des acteurs. Je crois qu'il est fondamental qu'on puisse avoir là, autour de la table, représentants des élus nationaux parlementaires, des collectivités locales, élus locaux, des associations, de l'État, des personnes réfugiées, parce que je crois que c'est véritablement en complémentarité de l'ensemble de ces acteurs et de l'ensemble des niveaux d'intervention. On aurait pu rajouter d'ailleurs le niveau européen, qui est un niveau, je pense, important à garder en tête, et Damien Carême ne dira pas l'inverse. Il y a vraiment cet enjeu de pouvoir, je crois, mener ensemble, et on va voir concrètement comment ça peut être fait, un certain nombre d'actions pour changer cette philosophie des politiques migratoires. La deuxième vertu, c'est, je crois, d'avoir, dans un contexte qui est quand même globalement plombant, on peut se le dire, montré qu'il y avait quand même des leviers d'espoir et de mobilisation et d'action, en particulier sur les territoires et à travers le rôle que peuvent jouer et que jouent les collectivités locales en co-construction avec tous les acteurs que j'ai cités avant. Ça a été dit par Harmonie Le Cerf Munier, je crois, sur la question des leviers qu'on pouvait avoir pour concrètement mettre en œuvre d'autres exemples de politiques d'accueil et de solidarité sur les territoires. Et puis peut-être la troisième vertu, c'est d'avoir parlé à l'occasion de cette table ronde de sujets dont malheureusement on ne parle pas dans le cadre du projet de loi, on ne parle pas dans le cadre du débat public aujourd'hui qui entoure les questions migratoires. Ce sont ces questions de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, de l'accueil inconditionnel, de l'hébergement d'urgence de tout le monde, de la santé, de l'accès aux soins, toutes ces questions qui malheureusement sont trop absentes dans le débat public qui est focalisé sur l'assimilation de l'immigration et de la délinquance autour de nombreux fantasmes sur lesquels on a aussi eu l'occasion de revenir ce matin. Donc merci d'avoir mis en lumière ces éléments-là. Je crois que ce colloque, il intervenait aussi dans un moment qui n'est pas anodin. Je voudrais aussi finir par ce par quoi on a commencé tout à l'heure. Là aussi, je crois que c'était Damien Carême qui le disait. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Callac. Véritablement, le fait qu'on ait aujourd'hui dans notre pays des projets d'accueil de réfugiés qui soient annulés et qui reculent sous la menace et la pression de l'extrême droite, ce n'est pas anodin, c'est extrêmement grave. Il y a tout un tas de situations où nous le savons aujourd'hui, des élus locaux, des bénévoles associatifs, des militants associatifs qui sont menacés aujourd'hui par l'extrême droite, ses idées, mais aussi ses actes, et un contexte qui est quand même de plus en plus inquiétant de ce point de vue-là. Je pense que c'est important qu'on l'ait en tête. Et que la moindre des choses par rapport à ça, me semble-t-il, et je voulais le dire, c'est qu'on ait une extrême responsabilité de la parole publique, des représentants de la parole publique et des ministres, sur le fait de ne pas alimenter ce climat de haine, de rejet et de violence par des paroles parfois manichéennes à l'emporte-pièce à chaque fait divers. Et puis enfin, ce moment également important, avec cette perspective du projet de loi dont on a parlé beaucoup dans la table ronde, et je vais finir là-dessus, qui est, je crois, malheureusement aujourd'hui un obstacle dans le chemin que nous essayons de tracer ensemble vers d'autres politiques migratoires fondées sur l'accueil et l'hospitalité. Un obstacle parce que, malgré peut-être quelques points positifs sur lesquels il faudra essayer d'avancer, je vais y revenir à la fin, il y a un problème global qui est la philosophie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours sur un projet de loi avec une philosophie générale qui dit
On peut peut-être réfléchir à la régularisation de quelques personnes méritantes, mais globalement, attention, il faut qu'on se prémunisse de l'accueil de celles et ceux qu'on considère comme des indésirables. Et donc tout cela est focalisé autour des questions du renforcement des contrôles aux frontières, des dispositifs sécuritaires, dans cette espèce de spirale mortifère et absurde qui met en danger les personnes exilées et qui n'est certainement pas une manière de renforcer la cohésion sociale de l'ensemble de notre société. Donc c'est vraiment autour de cette philosophie, nous à la CIMAD on demande un changement de paradigme autour des questions de migration, sortir en permanence ces réflexes de repli et de fermeture pour aller vers l'accueil et la solidarité. Je crois que c'est vraiment autour de cette question fondamentale qu'il faut travailler et avancer. Et pour finir, si je peux finir, bon, tout va bien. La conclusion que je voulais faire, elle a été un peu évoquée par Myriam Laïdouni-Denis sur la question de la régularisation, parce qu'effectivement, je crois que c'était vraiment un fil rouge, un fil conducteur des débats qu'on a eus ce matin. Et je suis vraiment contente qu'on ait pu évoquer cette question-là, qui pour nous est vraiment centrale et essentielle au sens propre du terme dans nos combats aujourd'hui à la CIMAD, qui est vraiment cette question de la régularisation et de l'absurdité d'avoir aujourd'hui sur notre territoire des personnes qui vivent ici, qui ont de la famille ici, qui ont des amis ici, qui travaillent ici et qui se retrouvent dans des situations absurdes pour toute la société, encore une fois, des fantômes de la République, l'expression a été utilisée tout à l'heure, et on a vu dans les différents débats à quel point il y avait plein de points de blocage qui entretenaient cette absurdité. Les personnes en situation irrégulière qui aujourd'hui se trouvent dans l'hébergement d'urgence, qui est aujourd'hui saturé, alors que ces personnes pourraient aller dans le droit commun, des collectivités locales qui se retrouvent en obligation de devoir compenser les absurdités des lois nationales avec moult moyens développés et mis en œuvre derrière pour celles et ceux qui ont cette volonté politique-là, des OQTF délivrés de manière complètement obsessionnelle, sans aucun discernement à des personnes dont on sait pertinemment qu'elles ne peuvent pas être expulsables. Enfin, on a la problématique de dématérialisation qui a été aussi évoquée, qui fait que par les insuffisances de l'accès aux services publics, les insuffisances de moyens et la dématérialisation des procédures, on a des personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux demandes ou au renouvellement de leur titre de séjour. Donc il y a tous ces points de blocage autour d'une philosophie globale qui alimente cette situation complètement, encore une fois, absurde et inacceptable de personnes en situation irrégulière sur notre territoire. Et donc je crois que si vraiment on pouvait sortir de cette matinée avec un plaidoyer commun, c'est pas évidemment les compétences de tout le monde au même niveau, j'ai entendu ce qui était dit, mais qu'en tout cas dans le discours, dans la mobilisation au niveau national et sur les territoires autour de ces questions de régularisation, je pense que ça serait vraiment essentiel et là aussi porteur d'espoir, c'est important de parler d'espoir et de mobilisation. Dans le projet de loi, on l'a évoqué, il y a une brèche, je ne sais pas comment le dire, avec beaucoup de prudence, autour de la question de la régularisation par le travail sur les métiers en tension, autour d'un titre de séjour de plein droit, ça c'est important, il faut le dire, ce n'est pas discrétionnaire, c'est la logique de plein droit, mais d'une part, nous on a évidemment une vraie interrogation sur à quoi va ressembler le texte à l'issue du parcours parlementaire, et d'autre part, quand bien même, aujourd'hui, cette brèche, elle nous paraît clairement insuffisante. D'une part, sur toute la question de l'usine à gaz autour des métiers en tension et de la précarité du dispositif qui est proposé, aussi parce qu'il faut quand même souligner une incohérence, une absurdité là aussi. On dit qu'on a besoin de faire venir des personnes pour aller travailler dans des secteurs économiques métiers en tension, et en même temps, on demande à ce que pour les régulariser, elles aient déjà travaillé de manière irrégulière dans ces métiers-là. Donc là, il y a quand même un petit problème de cohérence qui va, je l'espère, falloir lever dans le cadre des débats. Mais surtout, on est quand même dans une vision très étriquée de ces questions de régularisation autour de la question du travail et de l'angle économique, et ça a été dit, sur une vision très instrumentale, là encore, de l'utilisation des personnes. Et nous plaidons vraiment pour que ces questions de régularisation soient traitées de manière beaucoup plus large, autour de la situation, par exemple, des personnes vulnérables, autour de la situation de la vie privée, de la vie familiale. Le fait d'avoir une résidence, d'avoir une attache, d'avoir une vie, doit être pleinement un motif de pouvoir permettre de bénéficier de titres de séjour. Donc il faut vraiment qu'on ne se laisse pas enfermer par la façon dont ce débat
voilà, intervient de manière très étriquée, encore une fois, pour garder en tête une question beaucoup plus large autour du surrespect des droits fondamentaux et de la dignité de toutes et de tous. Et donc j'espère qu'autour de ces questions-là, on va pouvoir continuer à faire progresser, on va réussir enfin à faire progresser les choses autour de cette question d'un changement de paradigme, de philosophie et d'autres discours sur ces questions migratoires. Et je crois vraiment que l'initiative que vous avez proposée ce matin y contribue. Donc merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors Thomas Dossus, vous allez avoir la mission de clôturer cet échange avant la carte blanche qu'on a proposée à Éric Piolle. Vous êtes sénateur du Rhône et membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, et donc en particulier membre du groupe Écologie, Solidarité et Territoire qui a co-organisé ce colloque avec l'Anvita. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Et je trouve que dans le nom de notre groupe, les deux derniers termes, solidarité et territoire, ont aujourd'hui pris une résonance assez particulière. Et moi, je voulais commencer par dire que ça fait du bien ici au Sénat d'entendre l'approche qu'on a eue ce matin sur les questions migratoires, parce que ce n'est pas du tout la tonalité qu'on a avec nos collègues sénateurs de la majorité sénatoriale. J'entendais Elsa Fossillon qui parlait des 90 députés d'extrême droite à l'Assemblée. Ici, ils n'ont pas besoin d'être originaires de cette famille politique pour tenir parfois les mêmes propos. Et ce qui est important ici dans nos débats, ce qui se joue ce matin, c'est aussi l'avenir de notre pays, de notre continent et de l'esprit républicain, puisqu'on entend ici beaucoup de sénateurs de droite qui ont les principes républicains à la bouche, souvent pour les instrumentaliser et s'en servir surtout pour stigmatiser, mais qui, quand il s'agit de les mettre en acte, ici sur la politique d'accueil et sur le principe de fraternité, sont beaucoup plus discrets. Et ce qu'on voit, nous, quand on va à la frontière franco-italienne, pour nous qui sommes européens convaincus, voir qu'on a rétabli une frontière entre la France et l'Italie, à l'origine pour des raisons de lutte contre le terrorisme, mais aujourd'hui pour contrôler les flux migratoires, ça ne peut que nous désespérer quand on voit la situation des centres de rétention qu'on visite régulièrement, la violence qui s'y exerce et la façon dont sont traitées les personnes à l'intérieur de ces centres de rétention, on voit le projet républicain qui s'effiloche. Et ce qu'on voit ce matin, c'est que dans nos collectivités, dans nos territoires et à travers tous les acteurs de la solidarité, parfois on relève le flambeau de façon très concrète. Damien l'a dit, quand on s'approche des territoires, on s'éloigne des grands principes, on s'éloigne aussi d'un certain nombre de préjugés, et donc on peut attaquer cette question sous un angle forcément plus fraternel. Donc déjà, merci à tous les acteurs de la solidarité présents ce matin, et merci aussi à tous ceux qui, dans les villes, dans les collectivités, se mobilisent. Mais il faut le redire, la situation actuelle est intolérable. Les personnes exilées subissent en France des conditions d'accueil désastreuses, dangereuses, et notre politique les met en danger. Et cette situation, dans la 6e puissance économique mondiale, n'est pas le résultat d'une submersion incontrôlable, c'est le résultat, ça a été dit, d'un manque de moyens et donc d'un manque de priorité dans nos politiques d'accueil, dans nos non-politiques d'accueil en réalité. Alors on pourrait accabler le gouvernement actuel, mais en réalité, Raymond et moi, nous sommes sénateurs et sénatrices du Rhône, donc les successeurs de Gérard Collomb. Donc on l'a connu comme maire de Lyon, mais aussi comme ministre de l'Intérieur. Et en réalité, la politique qui est mise en place par Darmanin, c'est la continuité d'un certain nombre de politiques des ministres de l'Intérieur précédents. Seulement, chacun veut sa loi immigration pour durcir, pour serrer la vis, toujours sous le même prisme. Et Raymond parlait de l'effet cliquet. Une de nos responsabilités, nous, pendant les débats sur la loi qui va arriver, c'est aussi de revenir sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans la loi Collomb et dans d'autres lois précédentes. C'est de ne pas lâcher ces questions-là en se disant, bon, bah, la loi est passée, on va s'attaquer aux menaces de la nouvelle loi sans s'attaquer à ce qui s'est passé avant. La France a été plusieurs fois condamnée par la CEDH, rien que pour la politique d'enfermement des familles derrière les barbelés des centres de rétention. Donc c'est des choses sur lesquelles on va travailler. On est allé, ça a été dit, à la frontière franco-italienne. Moi, ce que j'ai constaté directement, c'est quand moi je suis arrivé, au moment où je suis arrivé au poste frontière, les bénévoles de Médecins du Monde se faisaient verbaliser par la police aux frontières sur des motifs bidons Covid, mais on voyait tout de suite les atteintes, même
à la solidarité à la frontière. Et moi, les bénévoles que j'accompagnais, la voiture dans laquelle j'étais, a été sous filature de la police aux frontières pendant toute la soirée. Alors, on voit bien que même quand des parlementaires se déplacent, les atteintes aux droits continuent, les abus continuent. Et bon, alors après, que 2 voitures de la police aux frontières étaient mobilisées pour nous surveiller, nous, plutôt que la frontière, ça a peut-être aidé certains qui cherchaient à la traverser, mais en tout cas, voilà, l'absurdité de ces politiques-là, nous, on a pu les constater à la frontière directement. On a pu la constater dans les centres de rétention, mais je ne vais pas revenir là-dessus. La situation est catastrophique et extrêmement violente dans ces centres-là. Alors, on voit bien qu'on peut projeter d'autres politiques de solidarité dans les territoires. Et nous, on est ici au Sénat, la Chambre des territoires, donc on doit se faire le relais de ce qui se passe sur le terrain. Moi aussi, je suis catastrophé parce que c'est passé dans les Côtes-d'Armor sur le centre d'accueil qui a été annulé et sous pression de l'extrême droite, mais je dirais aussi de la droite en général. Il y a des forces organisées aussi en face de nous pour faire échouer cette fraternité. Le projet de loi, tel qu'on va l'aborder ici, donc je l'ai dit, on va essayer de revenir sur ce qui a été fait précédemment. On va essayer d'apporter l'approche qui a été défendue ce matin. On parlait d'un plaidoyer commun, etc. C'est effectivement dans cette optique-là que nous allons travailler sur la réquisition des logements, sur l'accès aux droits, le respect des droits fondamentaux, la dignité, la fin réelle du délit de solidarité, la fin de la militarisation des frontières, la fin de la rétention administrative. Enfin, on va travailler dans cette direction-là. On pense qu'on peut avoir une autre politique d'accueil. On peut avoir une politique d'accueil déjà, et donc on va se servir des propositions qui ont été faites ce matin pour présenter cette politique d'accueil fraternelle. Voilà, c'est ça moi que je voulais vous dire ce matin. On va y travailler sans relâche d'ici là. Il nous laisse encore du temps, donc on va continuer d'y travailler. On ne sait pas encore exactement la date de l'étude du projet. Ils ont d'autres projets de loi sur d'autres questions qui sont déjà dures aussi à travailler en ce moment, mais en tout cas, nous, on ne lâchera pas sur ces questions-là. C'est notre rôle et c'est notre fonction, puisque vous l'avez, voilà, le nom du groupe le porte en lui-même. Par contre, ici, la droite est en phase avec le gouvernement sur beaucoup de questions. Donc le combat va être difficile. La pression extérieure va être importante pour nous, à l'extérieur à la fois du Sénat, mais aussi de l'Assemblée. Je vois que Benjamin Lucas est encore là, et je sais qu'il va aussi travailler sur ces questions-là avec la même ardeur. Donc voilà, on compte sur vous aussi pour faire monter cette approche, en tout cas, qu'on a vue ce matin. Merci. Merci beaucoup. Je vais introduire Eric. Oh non, je vous en prie, je vais être ravie de le faire. Je voudrais juste prendre une minute pour remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque, parce que derrière des intervenants de telle qualité, il y a beaucoup de travail. Donc l'équipe de Landvita et les collaborateurs, collaboratrices de Guillaume Gontard, et puis l'équipe technique de ce lieu, qui m'ont soufflé une question exemplaire hier en découvrant le logo de Landvita. Mais c'est quoi une ville et un territoire accueillant? Alors, je pense que Éric Piolle, maire de Grenoble, vous allez être ravi de pouvoir y répondre. Et je vous propose donc de conclure cet échange. C'est une sorte de carte blanche, un moment d'inspiration, parce que c'est bien ce qu'on cherchait aujourd'hui, à ce que les personnes qui participent à cet échange repartent avec des idées concrètes, en ayant identifié des partenaires pour agir et pour continuer chacun avec les casquettes que l'on a en ce moment à porter l'intention d'un accueil plus digne pour les personnes exilées en France. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis en capacité de porter cette inspiration dont vous me confiez la charge. Mais en tout cas, d'abord, moi, je voudrais remercier effectivement Landvita et puis les sénateurs d'avoir organisé ce colloque, parce que nous avons besoin de nous retrouver. Nous avons besoin de nous retrouver pour croiser nos regards, le regard des associations, le regard des élus locaux, le regard des parlementaires, des députés européens. Nous avons besoin de prendre de la hauteur, nous avons besoin de nous donner du courage dans un temps qui est un temps sombre, et je crois que l'annulation du projet à Callac dit bien cela, ou les événements pendant la dernière Coupe du Monde, de nouvelles ratonnades de l'extrême droite. Nous avons besoin de nous doter d'outils
Et je signale donc cet outil juridique fait par l'Envita. Et nous avons besoin aussi de nous organiser pour instituer le plaidoyer dans la société en général et puis au moment évidemment des échéances des élections. Et c'était ça qui nous avait guidés quand nous avons lancé les premiers états généraux des migrations à l'échelle nationale avec Damien à Grande-Synthe au printemps 2018, 18 mois après des premiers états généraux des migrations à Grenoble en décembre 2016 à la Maison de la Culture. C'est ce besoin de se fédérer et de se structurer. C'est ça qui a donné naissance à l'Envita, avec 9 collectivités au départ, et puis maintenant, je crois qu'on va dépasser les 80 très prochainement. Et donc ça aide pour se plaidoyer, ça aide pour se donner du courage, ça aide pour créer des outils, ça aide pour partager des expériences aussi dans nos relations à l'État local. Et donc, c'est essentiel. Un grand merci pour cela. Et puis, ça aide aussi à prendre du plaisir parce que voilà, l'engagement militant doit conserver une joie. Hein. En tout cas, pour moi, c'est important. Et je trouve qu'on a plaisir à se retrouver et à se donner de la joie les uns aux autres. Peut-être pour décaler un peu de tous les propos extrêmement riches qui ont été portés ce matin, moi je voudrais rappeler que nous appelons à une convention citoyenne pour les migrations et que cette prise de hauteur, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que sinon s'opposent ceux qui organisent la fermeture du pays et en général la fermeture des pays riches, mais qui sont aussi les pays qui ont dans leur histoire émis le plus d'émissions de gaz à effet de serre, donc ils sont plus et qui en plus sont aussi les pays colonisateurs, donc les pays qui ont engendré du désordre à l'échelle internationale. Il y a cette logique de fermeture et puis en face nous sommes là dans une logique, j'ai bien aimé vos propos, on a l'impression de gratouiller pour obtenir des droits qui déjà eux-mêmes sont très maigres, essayer de s'appuyer sur des textes fondamentaux qui disent pourtant les choses merveilleusement bien à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Je crois qu'il nous faut sortir de cette confrontation entre ceux qui gratouillent de l'accès aux droits et ceux qui sont là pour fermer. Ça nous permettrait peut-être de retrouver une certaine fraîcheur qui est peut-être celle que Voltaire portait avec Micromégas, hein, ce géant qui débarquait sur Terre et qui découvrait les humains et qui regardait comment ils vivaient et qui s'étonnait du coup à la fois de leurs compétences scientifiques. C'était en 1752, hein, donc il était... Ce géant disait quand même, ils sont très développés sur la science et la technologie, mais par contre, pour leur mode de vie, ils font quand même des choses qui sont très très déroutantes, et notamment, ils s'étripent entre eux. Et je crois que retrouver les conventions citoyennes peuvent permettre de retrouver de la hauteur, et du coup, de se reposer la question qui me semble naturelle, particulièrement dans ces temps troubles, du voile de l'ignorance. Comment se projeter dans un monde où je ne sais pas comment je vais naître, si je naîtrai femme ou homme, dans quel pays, dans quelle famille à l'intérieur de ce pays. Et je crois que c'est la bonne façon pour aborder les choses en matière de migration. Aujourd'hui, les migrants sont là. Pour nous, collectivités locales, c'est des habitants. Voilà. C'est des habitants, de fait. Donc, ils accèdent à des services en matière de santé, de psychologie, de cours, de français, mais ils contribuent également à Grenoble. Hein, ils votent pour tous les projets de démocratie locale. Ils portent des projets. Et d'ailleurs, certains des grands projets issus de ces budgets participatifs ont été portés par des migrants. Et puis, ils nous font réaliser une politique d'hospitalité. L'hospitalité, l'hôte, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et pour nous, je crois que nous retrouvons là le fait que d'abord nous sommes accueillis là où nous naissons, accueillis sur des territoires, l'accueil bon, et nous accueillons, mais nous sommes accueillis aussi par ceux qui arrivent nouveaux sur ces territoires. Et nous ne devons jamais oublier que les frontières sont historiquement mouvantes, récentes, et que donc notre façon de se sentir accueilli sur un territoire et d'accueillir, elle est essentielle. Cette hospitalité,
c'est pour nous, à Grenoble, je crois, un pilier de nos politiques publiques, et c'est cette hospitalité dans les deux sens du terme, et c'est cette hospitalité qui ne concerne pas que les politiques de migration, mais qui concerne aussi les politiques culturelles, les politiques sportives, les politiques économiques. Je trouve que l'hospitalité, la fraternité ou la sororité ou l'adelphité est au cœur finalement d'un regard sur la société. Quand on dit qu'on veut sortir d'un monde de consumérisme et une société qui prône la compétitivité comme alpha et l'oméga d'une raison de vivre, eh bien, l'hospitalité nous entraîne vers autre chose et nous rappelle à autre chose. On est engagé dans un débat, c'est la 18e loi en moins de 30 ans sur l'immigration, ce qui est à proprement parler hallucinant, ce qui fait peser toujours des risques juridiques sur les associations, vous l'avez dit à Briançon, vous le savez bien, sur les maires aussi, de façon très, je voudrais pointer ces risques juridiques. Je n'ai, je pense, aucun risque, ni aucun élu local, de me faire attaquer au tribunal parce qu'il y a des morts dans la rue. Pourtant, je suis responsable de l'ordre public, j'ai un pouvoir de police du maire en matière d'ordre public qui est connecté à la dignité. Et pourtant, des gens meurent dans la rue chaque année et aucun élu local n'a jamais été attaqué parce que des personnes naissent dans la rue. Par contre, meurent dans la rue et naissent dans la rue. Il y a des gens qui naissent dans la rue de fait. Par contre, si demain, dans les écoles occupées, eh ben, il y a un incendie, là, ma responsabilité juridique sera engagée. Là, on est sûr que je serai conduit au tribunal, de même que si le refuge prend feu, vous êtes sûr d'être conduit au tribunal. Et il y a là une distorsion dans quel est le droit qu'on veut mettre en place. Et pour moi, ça se rattache. Nous sommes là, janvier 2023, ça fait 8 ans que nous avons vécu quasiment à 100% en état d'urgence. Nous voyons dans la société un mouvement de l'état de droit vers l'état de sécurité. Et cette bascule de l'état de droit vers l'état de sécurité, je crois qu'il faut en être conscient pour pouvoir ramener les choses à leur essence, pour éviter, sinon, ce glissement. Voir l'Angleterre aujourd'hui envoyer ses migrants au Rwanda, voir le Danemark sous-traiter la gestion de prisonniers de droit commun au Kosovo. Nous devons voir la loi anti-squat dont parlait Pascal tout à l'heure. Cette loi anti-squat, elle dit quelque chose. C'est les prémices de la démocratie, les débuts de la démocratie athénienne, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Solon, les premières marques de la démocratie, c'est Solon arrête l'esclavage pour dette. La société avant la démocratie, c'était que, en fait, quand vous aviez des dettes, vous deveniez esclave de votre créancier. Et là, il y a une action démocratique et on dit, en fait, nous rompons cela, on ne peut pas devenir esclave pour dette. Et donc là, avec cette proposition de loi anti-squat, mais qui rôde, qui a été repoussée une première fois, mais qui rôde, on le voit bien, parce que nous avons vu la loi séparatisme, nous avons vu les assimilations successives, migration et chômage, ça c'est ancien, évidemment c'est Le Pen depuis les années 80, mais migration et terrorisme, y compris parfois dans la bouche du président de la République, migration et délinquance, là aussi y compris parfois dans la bouche du président de la République, immigration et dépenses publiques, immigration et atteinte à nos modes de vie. Nous voyons bien tous ces anathèmes qui sont jetés sur ceux qui rejoignent aujourd'hui la France ou qui veulent traverser la France pour construire la vie et dont il faut rappeler que les désordres à l'échelle planétaire, les désordres en matière de guerre et de climat qui souvent sont liés, font que ces désordres vont amplifier des mouvements migratoires qui sont de toute façon l'histoire de l'humanité. Notre histoire humaine, depuis les premiers temps des hommes, sont des histoires de migration. Et donc cette loi,
il y a là un cynisme de plus qui est franchi également d'ailleurs en matière de prédation de ressources sur les métiers en tension, mais sur les médecins. Hein, le système de santé s'effondre, il y a une prédation cynique de soignants étrangers là aussi. Nous devons lutter contre cet état de sécurité, rappeler l'état de droit et prendre de la hauteur toujours parce que dans les objectifs que nous sommes fixés en 2014 en arrivant à Grenoble, hein, démontrer qu'on peut accueillir dignement, y compris hors de nos champs de compétences, mais pour démontrer à l'État qu'il pourrait faire autrement, accompagner les associations, mettre à disposition tout le foncier disponible pour l'accueil. Il y avait un quatrième point qui est essentiel, c'est toujours ne jamais délaisser le débat public et toujours essayer d'élever le débat public. Et nous voyons les conséquences de quand nous arrivons à élever le débat public ou pas dans les courriers que nous recevons de voisins de bidonville, dans le climat général. Donc gardons en tête qu'il faut en permanence élever le débat parce que les humains sont capables du pire comme du meilleur et qu'il nous faut faire toujours le pari de cultiver le meilleur pour arriver à avoir une société digne de ce nom. Donc rappelons-nous de cela et peut-être en conclusion, ce que je voudrais dire c'est que nous sommes l'ordre et les politiques migratoires actuelles sont le désordre. Et dans des moments où on a l'impression parfois de quémander de l'accès au droit, dans les moments où on a l'impression de se faire rouler dessus, dans les moments où on se fait accuser par l'accueil d'entretenir de l'appel d'air, d'entretenir de je ne sais pas quoi, rappelons-nous ça, nous sommes l'ordre et ils sont le désordre. Les politiques migratoires qui sont mises en œuvre aujourd'hui ne résolvent aucune des problématiques, évidemment pas celles de nos nouveaux habitants, évidemment pas celles des pays dont ils viennent, évidemment pas nos problèmes antérieurs. Donc ils sont le désordre, nous sommes l'ordre, portons en élevant le niveau du débat et continuons de travailler ensemble dans cette articulation juridique, humaine. Tous les jours, nous accueillons, tous les mois, nous rappelons les besoins que nous avons. Et tous les ans, nous interpellons les pouvoirs publics. Nous l'avons fait en janvier dernier auprès de la ministre Vargon. Nous l'avons fait cet automne et le gouvernement a reculé sur la suppression des 14 000 places d'hébergement. Nous l'avons fait à nouveau avec le mouvement 3 Dodo juste avant Noël. Donc continuons tous les jours à accueillir, tous les mois à rappeler nos besoins et tous les ans à interpeller. Merci beaucoup. C'était donc le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne suite de journée.